Bonjour à tous, bonjour à tous. J'étais en train de décorer ma boîte explosion quand je me suis dit, mais il faut leur montrer aussi la déco, les pauvres. Vous aviez vu quand je les ai fabriqués. Maintenant, faut voir la déco. J'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait plein, regardez. Donc ça, c'est des boîtes que j'ai préparées pour le Noël de mes filles au refuge. J'en ai fait 3. Et moi, je m'en sers pas comme une carte, en fait, avec plein de déco dedans, plein d'épaisseur. Moi, je m'en sers comme une boîte cadeau. Donc, les fils de colle, là, j'en retrouve toujours. Donc ça, c'est la taille M. Donc, ça fait une belle petite boîte cadeau, parce que moi, je leur ai fait un bracelet. Allez donc, ça tient dedans. Voilà. Donc, j'ai mis un bracelet dans un petit sachet, j'ai mis 3 petits bonbons, et je dois rajouter aussi des cartes cadeaux. Ils aiment bien les cartes cadeaux, donc je vais leur faire des cartes cadeaux. Donc j'ai regardé les dimensions, les tailles des pots. J'avais une carte cadeau que j'avais gagnée au loto. Donc j'ai mis dedans et ça tient nickel. Faut les mettre un peu en biais, mais ça tient nickel. J'ai fait des bracelets avec des petits charmes dessus, en élastique. Comme ça, je suis sûre que la taille, elle va. Donc voilà, à l'intérieur, comme je voulais pas rajouter de couche de papier qui me prendrait de la place, j'ai fait un décor avec des pochoirs et des encres à tamponner, là, des encres, des pattes d'encre, ça y est. Parce que je voulais surtout pas que ça me prenne de place dedans. Parce que le but, c'est ce qu'il y avait dans la boîte, pas le décor de la boîte. Par contre, j'ai mis le paquet sur le décor du bouchon. J'ai mis un joli papier à l'extérieur avec une petite étiquette avec le nom, parce que j'ai fait les 3 mêmes, hein, pour les 3 filles. À la deuxième. Vous voyez, j'ai mis les... Ah oui, je voulais vous montrer avec les cartes cadeaux dedans. Voyons les couches un peu en travers. Et ça va, nickel. Voilà, puis ça tient bien, hein, elles tiennent bien fermées. Vraiment, cet outil, c'est mon outil de l'année. Hein, c'était pas exagéré, hein, mon commentaire la dernière fois. Allez, on enchaîne sur ma déco de la grosse. Là, j'ai pris la plus grosse. C'est la XXL. Parce que dedans, je vais y mettre une bougie. Ça, c'est pour une autre amie. Donc, le papier du dessous, pareil, j'ai fait avec un pochoir rosace, avec une encre rouge. Et puis, j'ai remis un papier. Donc, en dessous, on reprend la taille. En dessous, donc là, j'ai pris XXL et XL. Là, c'est les flocons que j'ai eus dans le hall de Inlovart. Que je vous ai fait l'unboxing avec mon partenariat. Donc cette vidéo, je pourrais la classer dans le partenariat Innovart parce que j'utilise tous les dies que j'ai coupés avec les dies que j'ai eus chez Innovart. Je me répète, hein, les dies, les dies, les dies, les dies. Donc là, comme j'ai besoin de beaucoup de colle, j'utilise la colle d'action parce qu'elle n'est pas chère. Puis je l'ai transférée dans ce petit flacon aiguille tout neuf et ça va pas trop mal. Donc quand on colle des choses fines comme ça, il faut mettre un tout petit peu de colle au milieu, mais ce qui est important, c'est d'avoir des bons points de colle sur les bords, donc sur chaque petite pointe du flocon, pour pas que ça se décolle des côtés. Donc ça, c'est un des points Cessia, de la même plaque de die que les flocons. C'est toute une plaque de die. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Les flocons, les points Cessia, le petit feuillage. C'est impeccable. J'y vois rien, j'y vois rien, j'y vois rien. Maintenant, vous voyez ma lampe. Il faut absolument que j'achète une lampe. Mais je m'occupe d'acheter pour les autres en ce moment. Hein, parce que alors que j'étudie la chose. Hein, parce que je veux que ça éclaire. Hein. Pas une combien de watts il faut que je prenne pour que ça éclaire.
Après, je voudrais pas que c'est clair toute la pièce aussi, parce que moi, je scrape tard le soir. Et dans la pièce principale, souvent mon mari regarde la télé. Je veux pas qu'il ait 100 watts dans la pièce. Donc là, je suis coincée avec un petit truc. J'ai sorti plein de choses. Hein. J'ai plein de petits embellissements. Puis ma foi, je crée au fur et à mesure de mes idées. Là, le petit feuillage blanc, je l'ai vu dans la plaque Noël Action. La plaque de Dice Noël, qui est assez sympa. J'ai un bout du feuillage, c'est du feuillage feuille de sapin, qui n'est pas très bien découpé, je sais pas pourquoi. J'ai un endroit dans ce die qui coupe pas bien, selon le papier en plus. Si c'est un papier un peu plastifié, comme celui-ci c'est un nacré, ça coupe plus ou moins bien. Mais si on prend un papier normal, ça va. Par contre, vous voyez, même avec le papier Action métallique, les dies Inlovart, ils ont très bien coupé. Hein. Pourtant, ce papier-là, parfois, il est un peu dur à couper. Donc, pendant que je fais ça, je vais vous lire une petite histoire. Je sais pas, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Je vais vous lire les fêtes de Noël, ça vient d'où? Les origines. Donc, de tout temps, l'homme a porté une grande attention au cycle solaire et aux saisons, car sa nourriture dépendait du climat et de la luminosité. Lors du solstice d'hiver, les grandes fêtes étaient célébrées en l'honneur de la renaissance du soleil. Ces festivités existaient aussi bien à Rome que dans les pays nordiques. L'origine de ces fêtes a plusieurs siècles avant Jésus-Christ et puis son inspiration dans 3 grandes traditions populaires. Les Saturnales, fêtes romaines célébrées en l'honneur de Saturne, dieu des semailles et de la vigne, qui se déroulaient du 17 au 24 septembre. À cette occasion, les classes sociales étaient abolies et les Romains s'offraient des présents. Ces traditions d'offrir des cadeaux existent encore aujourd'hui. Le culte de Mitra, culte perse très populaire dédié au dieu Mitra, symbole de la lumière et de la vérité, à qui on sacrifiait un taureau le 25 décembre. Ça, c'est pas bien. Le même jour, on célébrait également le Sol Invictus, qui veut dire soleil invaincu. Les fêtes de Yule, fêtes traditionnelles issues de la mythologie germanique. Pendant 12 nuits, on rendait hommage aux divinités nordiques. Des sacrifices avaient lieu en leur honneur. Voilà pourquoi qu'on mange la dinde, des gibiers à Noël. Je pense que ça vient de tout ça. Au IIe siècle, parallèlement à ces fêtes païennes, parce que ce n'étaient pas des fêtes chrétiennes à cette époque, les communautés chrétiennes s'interrogent sur le jour de la naissance de Jésus. Les chrétiens d'Orient préconisaient la date du 6 janvier, qui est notre épiphanie. C'est ainsi que la naissance du Christ, qui s'appelle la Nativité, son baptême et l'adoration des mages et des bergers, c'était à l'épiphanie. Et d'ailleurs, ils sont célébrés, ces mages, ce jour-là. Mais au IVe siècle, le clergé romain et l'empereur Constantin le Grand mettent fin au culte de Mitra. Pas fini, on a décidé que, et associe ces anciennes fêtes païennes au christianisme, pour attirer les foules et imposer leur religion. Ils ont réussi. Dès lors, l'Église d'Occident distinguera Nativité et Épiphanie et choisira la date du 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus. Le jour de Noël est devenu une fête chrétienne, qui garde un aspect populaire où l'expression de la joie se propage aujourd'hui encore. C'est un moment de partage et de paix sur la terre. Paix sur la terre, voilà. Bon, enfin. Ça vous a plu ma petite histoire? Donc, sans faire de polémique, nous ne connaissons ni la date ni l'année de la naissance de Jésus. Il nous est dit dans l'évangile de Luc que la nuit où il est né, les bergers dormaient à la belle étoile, près de leurs troupeaux, difficile, croyable en hiver. Il faut savoir quand même qu'à cette époque, au mois de décembre, même à Bethléem, c'est l'hiver. Même s'il ne fait pas l'hiver de chez nous, il fait quand même pas chaud.
il est suggéré que sa naissance se soit plutôt déroulée au printemps, à l'époque de l'agnellage, parce que dans la crèche, il y a un petit agneau. Donc les petits agneaux, ils naissent pas au mois de décembre. Il paraît aussi qu'il est né quelques années avant le début de l'ère chrétienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, pour une petite aparté. Ouais, c'est des belles histoires, je trouve. Hein. En tout cas, le début de Noël, c'est vraiment un lien avec le solstice d'hiver, qui est le 21 ou le 22 décembre, que l'hémisphère, ce qui signifie que dans l'hémisphère nord de notre planète, le Soleil est dans sa position la plus éloignée de l'équateur. Donc cette date correspond au jour le plus long de l'année. Et d'ailleurs, dès le lendemain du solstice d'hiver, les jours rallongent. Oui, parce que jusqu'à présent, on diminue, on est en plein dans l'hiver, là, en fait. Hein. Et après le 25 décembre, les jours rallongent. Et on va vers le beau. Même si on va encore en baver quelques semaines. Mais là, on a froid de chez froid. Là, c'est terrible. Hein. C'est gel, température négative, la nuit, le jour, tout le temps. Hein. Aujourd'hui, il a fallu qu'on change au refuge, qu'on change l'eau des chiens. Parce que nous, on leur met, ils ont des grosses gamelles d'eau, on leur met qui manquent jamais d'eau. Mais là, on est obligé de leur changer parce qu'elles sont gelées en fin de journée. Donc après, ce qu'on fait, on met de l'eau tiède dans leurs croquettes, comme ça les hydrate. Et ils les digèrent mieux en plus. C'est toujours bien de faire ça, surtout quand on a des gros chiens qui mangent beaucoup, de mettre de l'eau tiède dans leurs croquettes. Comme ça, les croquettes sont prédigérées. Ça évite aussi les retournements d'estomac qui se produisent surtout chez les chiens quand ils ont eu un grand stress ou quand ils ont une maladie quelque part dans le ventre. Moins l'estomac travaille, mieux c'est. Donc quand on met les croquettes un peu mouillées, elles sont mieux digérées. Vous voyez, comme n'empêche, j'ai un don pour passer du coq à l'âne. Je parle des fêtes de Noël, à Jésus, à la nourriture des croquettes, c'est hallucinant. D'où elle vient cette expression d'abord, du coq à l'âne? Cette expression serait un dérivé de celle datant du XIVe siècle. Saillir du coq à l'asne. L-A'-L-A'-A-S-N-E. Donc il n'a rien à voir avec notre mot âne. Et au XIIIe siècle, le mot asne signifiait une canne. Saillir, quant à lui, n'a pas changé de sens. Il signifie toujours s'accoupler. Or, il semble que les coqs essaient parfois de se reproduire avec des cannes. Saillir du coq à l'âne. Ah, d'accord. Serait donc passé du coq à l'âne. En fait, il n'y a rien à voir avec l'âne, la bête, à la base. C'est l'âne, A-S-N-E, qui voulait dire une canne. Une canne, la bestiole. Ah, d'accord. On en apprend des choses hein, sur Valscrap. Bon, ben, je continue ma petite déco. Je vous dis, quand moi je passe à la déco, c'est des plombes, des plombes, des plombes. Je peux y passer 2 heures sur un modèle de choses. Mais c'est vrai que c'est long la déco, hein. C'est pas la façon de faire une carte, ou c'est vraiment la déco qui prend du temps. Hein. Je vous raconte une autre histoire. Parce que vous voyez ce que je fais. Hein. Après, s'il y a des choses que vous avez vues mais que vous n'avez pas compris, ou vous voulez savoir, vous me demandez en commentaire.
quel papier t'as utilisé, avec quoi t'as fait ça, machin, où t'as eu ça, il n'y a pas de souci. Vous me demandez, vous n'hésitez pas, un petit commentaire. Bon, ça c'est le gel Action, hein, vous connaissez. Il n'y a rien qu'à aller aux périodes des fêtes que je vais l'utiliser. C'est vrai que j'utilise pas trop de paillettes en dehors des fêtes. Mais ils sont bien conservés, hein, parce que je les avais achetés l'année dernière, ils sont bien conservés. On lit une autre histoire. On pourrait parler... Le sapin de Noël. Tiens, ça vient d'où le sapin de Noël? Parce qu'on fait des tas de choses sans savoir d'où elles viennent. Moi, j'aime bien savoir d'où viennent les choses. J'ai assez d'animaux au refuge, je sais pas d'où ils viennent. Mais bon, ils me racontent. Oui, l'animal parle dans ses expressions, dans son comportement, dans son physique. Il me raconte. Il me raconte d'où il vient, avec qui il était, son âge. Il me parle beaucoup. Très peu me disent rien, en fait. Donc, j'arrive toujours à comprendre. J'aime bien savoir tout, moi. Le sapin de Noël. Donc là, j'ai récupéré, pareil, 2-3 infos sur le net. Je récupère des infos sur le net, mais je ne prends pas la première info qui me tombe sous la main et je vous la donne. Hein. Je prends plusieurs informations que je regroupe. Alors, je fais souvent ça hein, pour ma connaissance personnelle. Et après, je me suis dit, tiens, quand on fait une vidéo d'écho qui est assez longue, bah, pourquoi pas raconter les histoires. Beaucoup savent, hein, pensent savoir aussi, ils ne savent pas. Après, il y a toujours des contradictions, bien sûr. Donc, pareil, en commentaire, j'aurais peut-être, non, en fait, c'est ça, c'est ça. Possible. Moi, je ne vais pas aller contre. J'y étais pas le jour du premier sapin. Donc, si quelqu'un y était, peut-être qu'il sait mieux que moi. Ou que c'est mieux que les historiens. Donc, le sapin de Noël. Donc, comme de nombreuses traditions de Noël, le sapin de Noël provient d'une coutume païenne et religieuse. Là, on a les deux. C'est tout mélangé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans l'Empire romain, encore ces sacrés romains, le 25 décembre était considéré comme le jour de la renaissance du soleil. Ça, on l'a vu tout à l'heure. À cette occasion, les Romains s'offraient des cadeaux. Vous voyez, ça se regroupe avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Au moins, ils nous ont laissé ça, ces Romains. Mis à part les beaux... le Colisée, les beaux monuments romains qui nous restent. Ils nous ont laissé ça. Donc les Romains s'offraient des cadeaux et décoraient leur maison avec des branches de conifères. Donc c'était un arbre vert. Voilà, un conifère. Plus tard, en Europe du Nord, les Celtes associaient chaque mois lunaire à un arbre. L'épicéa fut déjà désigné pour le mois de décembre. Coïncidence. Donc ça venait déjà des Romains. Au Moyen-Âge, lors des mystères, c'est des scènes bibliques jouées sur les parvis des églises, un arbre était garni de pommes rouges, faisant référence à l'arbre du paradis, l'arbre du jardin d'Éden avec les pommes dessus. Donc c'était pas un sapin, c'était un pommier sûrement, s'il y avait des pommes dessus. Rien à voir avec un sapin, mais bon, les pommes, c'est un lien avec le paradis. Adam qui a mordu dans la pomme, il était foutu. C'est Adam qui a mordu dans la pomme, hein, ou Ève. Ah bon, moi, je suis pas très... J'ai été au catéchisme, hein, j'ai eu droit à la communion, j'ai tout fait, hein, mais j'ai plus trop de souvenirs parce que j'étais tout le temps punie dans la cour. Même ma mère, une fois. Ma mère, elle a reçu une facture du chauffage. On devait payer hein, pour le catéchisme. Elle a reçu la facture et dedans, il y avait chauffage. Et elle a dit, moi, je paye pas le chauffage parce que ma fille, elle est toujours dans la cour. Et voilà. Je sais plus comment ça s'est fini, cette histoire.
Donc, ils mettaient sur le parvis des églises des arbres garnis de pommes rouges, faisant référence à l'arbre du paradis. Et c'est au XIIe siècle que le sapin, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a véritablement fait son apparition en France. Au XIIe siècle. C'était en Alsace. Ça m'aurait étonné. La plus ancienne mention connue de sapin de Noël remonte à 1521, dans un registre de la ville de Sélestat, dans le Bas-Rhin. Donc, le mot sapin de Noël. Au XIVe siècle, les sapins étaient déjà parés de pommes, de confiseries et de fleurs. Et ce sont les protestants, pour se dissocier des catholiques, qui en 1560 décidèrent d'ajouter une étoile au sommet de l'arbre. Elle était le symbole de l'étoile de Bethléem, qui guida les rois mages vers l'étable où naquit Jésus. Il fallait bien encore s'approprier un truc. Il faudra ensuite attendre 1738 pour que les premiers sapins illuminés soient introduits. Donc là, on a des sapins avec des lumières. Une initiative que l'on doit à Marie Lesinska, l'épouse de Louis XIV. Non, Louis XV. Tant pour moi. Donc Marie Lesinska, qui était d'origine polonaise, elle en fit installer au château de Versailles. C'est ainsi que le sapin tel qu'on le connaît aujourd'hui a véritablement pris racine dans notre histoire française. Donc au départ, on mettait des bougies sur les sapins. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu, quand j'étais toute petite, ma grand-mère avait le sapin avec les bougies. Il y avait des toutes petites pinces. C'était des bougies pas plus grosses que les bougies d'anniversaire. Il y avait une petite pince avec un petit support et la bougie posée dessus. Alors, il fallait savoir les mettre, les bougies. Hein. Et puis, il fallait pas laisser le sapin sans surveillance, hein, parce que c'était... Un bon sapin bien frais brûle pas si rapidement que ça. C'est quand il est sec, ça devient dangereux. Et après, voilà, on a eu les boules qui ont remplacé les pommes, parce que les pommes, pourrissent, elles tombent. Donc, on a fait des boules en verre, des boules en plastique. Et c'est vrai que maintenant... ça n'a pas trop évolué en fait, mis à part les guirlandes qui clignotent à LED pour que ça consomme moins. Ça n'a pas des masses évolué quand on y pense. On a toujours le sapin qu'on décore avec des lumières. On y rajoute des pommes de pin, on y rajoute des fleurs, des poinsettias par exemple. Alors là, je vais m'attaquer aux bouchons. Après ces petites histoires, on revient un petit peu à la vidéo, on explique quand même. Donc le bouchon de ma boîte, ce sera un bouchon XXL, bien sûr. Je me suis bien habituée avec cette boîte à prendre les inches. Comme c'est inscrit, ça m'évite de ressortir à chaque fois le papier pour savoir. On a tous les inches sur nos massicots, enfin en règle générale. Hein. Et c'est comme souvent les mesures des appareils qui ne sont pas français, elles sont en inch, et ben on retrouve mieux. Là, c'est je ne sais plus combien, 8 ou 8,5. Donc c'est une mesure bien précise, on n'a pas des petits millimètres. Et j'ai encore ma lampe devant le champ visuel. Ah oui, le pic là. J'ai trouvé, parce que je me faisais mal l'autre jour, ça s'enfonçait dans ma main. En fait, il suffit de tourner dans l'autre sens, ça marche. Ça marche aussi bien. Donc, vous voyez, je fais le marquage, c'est le papier action. Hein. Certaines, une scrap copinette m'a dit, j'ai eu des soucis avec le papier du bloc bleu, je crois. Et c'est à peu près les mêmes, hein, que ce soit bloc bleu, bloc rouge, c'est les mêmes papiers. Hein. Alors, ce qu'il faut, voilà, c'est faire pas trop appuyer fort. Vous appuyez de façon à marquer une seule fois, pas revenir 2-3 fois dessus. Et puis, le motif devant vous. Pas du côté blanc, parce que ces papiers-là sont
sont de 2 couleurs. Donc le motif en face de nous, comme ça, on mettra le petit bourrelet à l'intérieur. Et on marque à la main. On évite trop le plioir avec ces papiers. À la main, avec nos doigts, on chauffe le papier en même temps, ce qui le détend un peu. Et moi, j'ai pas eu de problème de casse. Hein. Vous voyez, j'ai fait qu'une petite marque et il marque déjà bien. Hein. Donc, faut pas en faire plus. J'encre les bords parce que ces papiers-là sont épais. Et ils sont pas teintés dans la masse du tout. Ils ont vraiment un gros bord blanc. Donc c'est quand même mieux d'ancrer les bords, surtout quand on plie. Où là, on va avoir à un endroit 3 couches de papier, donc 3 bords blancs. Et ça se voit vraiment beaucoup. Donc c'est bien d'ancrer les bords. Donc je mets ma colle sur un seul petit triangle, hein, ça suffit, il va se mettre sur l'autre, c'est juste pour que ça tienne un peu mieux. Moi je mets la colle à l'intérieur et à l'extérieur pour rabattre, sur le rabat aussi. Les petites épingles. Est-ce que c'est dans ce tuto-là que j'ai fait ça? Non, c'est pas dans celui-là. Dans un des tutos, enfin dans une des boîtes que j'ai faites, j'ai mis les petites épingles, j'ai mis la colle à l'intérieur, mais j'ai pas mis la colle à l'extérieur. Et j'ai laissé sécher. Donc bien sûr, quand j'ai enlevé les épingles, c'était pas collé. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas collé? Ben oui, t'avais pas mis la colle. Vous voyez là, j'avais pas mis la colle ici. J'ai mis la colle à l'intérieur, j'ai rabattu et j'ai mis mes épingles. Donc les petits rabats, on essaye de les faire tous du même côté. Que ça soit plus joli. Il y a encore 1 heure. Non, une demi-heure. C'est long, hein? Ah là là, là, je vous l'ai fait une grande, hein. Bah, comme la vidéo ouverture de courrier que j'ai faite précédemment, hein. Elle était longue, hein. Mais bon, je voulais pas m'arrêter en plein milieu, j'étais bien partie. Là, cet après-midi, je travaillais pas, donc j'avais un peu le temps pour faire mes montages, tout ça, donc j'y vais, je fais. Donc ça, c'était des découpes c'est pas une Lovart, ça, je crois, parce que en fait, c'est des découpes qu'une copinette m'avait données l'année dernière, que j'avais conservées dans mes affaires de Noël. Donc c'est un double découpe, en fait. On a un sapin tout entier et une partie bien découpée qu'on met l'un sur l'autre. Je les avais en petit, en grand. Et là, je vais m'en servir. Je vais peut-être accélérer un petit peu quand même, parce que là, je réfléchis beaucoup, hein, parce que là, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre sur ma boîte. Hein. Je regarde à droite, à gauche, oui, j'ai une petite étiquette que j'avais faite. Mais on va peut-être accélérer un petit peu quand même, Valérie. Et on va se raconter une autre petite histoire, puisqu'on a le temps, pendant que ça décore. Hein. On va se parler de quoi? On va parler du Père Noël. Bah oui, on a parlé de Noël, on a parlé du sapin de Noël, on parle du Père Noël. Donc Père Noël, bien sûr, descendant de Saint Nicolas. Donc qui était Saint Nicolas? C'était un évêque de Myre, en Lycie, l'actuelle Turquie. Et ça, c'était au IVe siècle. Donc ce saint patron des enfants
fut longtemps célébré le 6 décembre, jour de sa mort. Donc maintenant, le 6 décembre, c'est vrai qu'on parle toujours un petit peu de Saint-Nicolas le 6 décembre. D'abord dans l'Est, surtout dans l'Est, on parle de Saint-Nicolas. Dans les autres pays, dans les autres régions, on en parle un peu moins, un petit peu, de moins en moins, je trouve. Puis dans les pays de l'Ouest, à partir du XIe siècle, on a commencé d'en parler aussi. À cette occasion, les enfants sages reçoivent cadeaux ou friandises, tandis que les garnements sont châtiés par son compère, le père Fouettard. Mais le véritable envol du Père Noël survient en Amérique du Nord au XVIIe siècle, lorsque les immigrés hollandais importent celui qui s'appelle Sinterklaas. Je vous l'écris en même temps. Rebaptisé Santa Claus outre-Atlantique, on le fêtera désormais le 25 décembre, jour dit de la naissance du Christ. Historiquement, les chrétiens ont fixé la naissance de Jésus à Noël. Donc c'était ça au IVe siècle. Il s'agissait de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver, car c'est à ce moment de l'année que l'on célébrait depuis longtemps dans l'Empire. On revient à mes histoires d'avant, en fait. Depuis longtemps dans l'Empire romain, la renaissance du soleil, Solim Inctus, avec les jours qui recommencent à grandir. Noël affirmait que pour les chrétiens, Jésus était le seul soleil levant, l'astre qui illuminait la nuit. Ah oui. Revenons à notre Papa Noël. Donc le dessinateur Thomas Nast, pareil, je vous l'écris, en fut l'auteur du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Pendant près de 30 ans, Thomas Nast représenta dans un journal où il publiait Santa Claus, ventru, jovial, à barbe blanche et accompagné de reines. Son portrait de 1881, Merry Old Santa Claus, qui commence à fixer notre représentation du Père Noël. Et là, je vous le mets en incrustation. Il est beau, hein? Au milieu du XIXe siècle, toujours en Amérique, un conte mêlant plusieurs récits décrit Santa Claus descendant du ciel sur un traîneau tiré par les reines. À la fin du siècle, le rouge l'emporte pour figurer sur sa tenue originelle qui était verte. La version voulant que Coca-Cola lui ait attribué cette couleur est-elle une légende? Cependant, l'entreprise a contribué à fixer l'image standard du Père Noël à travers le monde en l'ayant transformé en ambassadeur hivernal de son produit phare à l'aide d'illustrations. Après 1918, Santa Claus revient en Europe, où il va surpasser son ancêtre Saint-Nicolas, toujours fêté le 6 décembre. Dès lors, notre Père Noël deviendra l'acteur de nombre de publicités qui consacreront sa célébrité. Voilà, c'est bien ma petite histoire. Comme quoi, c'est pas si simple, hein. Alors je monte tout avec, c'est comme si du papier brillant, un peu plastifié, assez épais. Je monte tout au Bosch. J'ai pas écrit dessus. Au pistolet à colle. Bon, moi j'ai un Bosch, hein, n'importe quel pistolet à colle fera l'affaire. Pour en revenir à mon petit Bosch, là, moi j'en suis contente. Juste qu'on va pas travailler des heures dessus. Mais vu qu'il se coupe des heures dessus, des heures avec, il se coupe automatiquement quand on s'en sert pas. Donc moi je colle 2-3 trucs. Si je sais que je vais pas m'en servir pendant 5 minutes, je leur mets un petit coup en charge. Parce que si ça tient pas la charge des masses de temps, hein, c'est quand même un truc qui chauffe fort. Donc la batterie elle s'use vite. Mais il se recharge assez vite. Et il se décharge pas si on l'utilise pas. C'est ça qui est bien, pour le moment. Donc là, ce que je fais, je mets des petits bouts de double face, tout petit rikiki. Là, il est trop gros, faut le couper, Valérie. Sous les pétales de la première fleur, là, celle du dessus, pour qu'elle reste bombée. Parce qu'on ne peut pas bomber du papier brillant comme ça en le travaillant. Ou alors il va trop se bomber et puis on va voir le blanc derrière. Parce qu'à l'arrière, c'est blanc. Donc ça va pas être beau. Donc je mets des petites mousses, toutes rikiki, toutes bien dans le fond. Comme ça ne se voit pas. Et ma fleur paraît bombée. C'est vraiment minutieux, hein. C'est vraiment des tout petits morceaux, hein.
Pour ça, je vois rien, mais des fois, je travaille sur des trucs minuscules, il me faudrait des loupes. Après, moi, j'ai pas une super vue, hein. Je suis née avec pas une super vue. J'ai un œil à moitié aveugle, donc j'en ai qu'un seul qui travaille vraiment, donc il se fatigue aussi. Et j'ai eu du laser dans les yeux, j'ai eu des problèmes de yeux tout le temps. Des problèmes d'œil, c'est mieux. J'avais fait, quand j'avais une quarantaine d'années, comme si j'avais 70 ans. Non, mais bon, c'est pour dire un petit moment quand même. J'avais fait le laser pour la myopie. Ça m'avait fait retrouver la vue, hein. Mais il m'avait prévenu, j'étais jeune. Donc il m'a dit, ça va redescendre. Et on fera pas une deuxième fois. Merci, monsieur. Ouais, c'était déjà risqué de le faire une fois parce que, en fait, comme j'ai un œil qui est amblyope, donc ça n'a rien à voir avec l'œil, c'est vraiment interne. S'il me ratait un œil droit, eh ben, je voyais plus rien parce que l'amblyopie, il n'y a rien à faire, hein. Donc, mais quand même, j'ai vu pendant quelques années, bien comme il faut, sans lunettes. Et puis après, j'ai perdu la vue de près. Mais je n'avais pas très bonne, la vue de près. L'opération laser m'a redonné un petit peu la vue de près, mais pas à 100%, malgré que j'avais été à Paris, parce que c'était que là-bas, à cette époque, qu'il y avait le laser qui faisait la myopie et la presbytie. Donc j'avais fait les deux. Donc la myopie, ça avait marché à 100%, c'était top. La presbytie, j'y voyais pas super, mais j'y voyais. Et petit à petit, comme il m'avait prévu, c'est redescendu. Donc après, j'avais les lunettes de près, les lunettes de loin. Ouh. Puis il y a quelques années, je suis passée aux progressives. Je m'y suis habituée assez facilement. Après, j'ai pris... parce que les progressives, il y a différentes qualités, hein, c'est comme tout. Donc j'ai mis de l'argent, mais j'ai dit, vous me donnez le top. Voilà. Et j'ai eu le top et je me suis fait très rapidement et ça va. Il y a juste de la vue de près avec les progressives. Moi, je regarde l'écran très près. Donc, des fois, je suis obligée d'un petit peu de lever la tête quand je regarde l'écran. Ça fait que je regarde sur le bas de mes lunettes où on voit le plus près. Et ça peut être un peu fatigant. Après, il m'avait fait des lunettes de près. Que de près. Puis il m'a dit, oh, ce qui vous a marqué, l'ophtalmo, c'est un peu faible. Je vais vous mettre un peu plus fort. Ah bah punaise, j'ai l'impression que j'enfile des loupes. Quand elles sont trop fortes, en fait. À force que je perde la vue. Elles vont devenir à ma vue, hein, c'est sûr. Et en plus, j'avais pris des montures pas chères, alors elles sont lourdes. Mais parfois, pour scraper, je devrais peut-être les mettre, parce que je scrape vraiment des petits trucs. Donc là, j'ai mis, voilà, ma petite fleur, j'ai mis mon étiquette que j'avais fait, j'ai mis de la neige sur le sapin. C'est de la neige Stampin' Up, moi j'adore les produits Stampin' Up, hein. Et la petite fleur, là, je l'ai fait avec le die Innovart, que vous pouvez retrouver tous les liens et tout dans ma vidéo précédente sur le partenariat Innovart. Je suis très fière de mon petite neige sur mon sapin. Et le gel, le glossy, vous pouvez en servir avec les doigts, hein, ça met des paillettes. Par contre, je m'en suis servi à l'intérieur de la carte du doré, j'ai pris pour mettre que simplement sur les tranches. Là, je tape un petit peu pour enlever les petites pointes. La tendance vraiment à faire des petites pointes. Ça fait des petites crottes pointues, ce gel-là. Donc on peut les enlever sur une petite aiguille, un petit cure-dent, on tapote et elles tombent. Faut pas trop tapoter parce qu'après elles deviennent plates et c'est moins beau. Donc là, je vais laisser sécher. Non, je vais mettre du ruban avant. Ah oui, je voulais mettre du ruban, j'aurais dû le faire avant parce que alors, quand vous avez mis du gel, des gels glossy à Action, il faut au moins de 3 heures pour que ça sèche, hein. Donc, faut plus y toucher.
Et j'ai oublié de mettre mon petit ruban que je voulais mettre sur le rebord de la boîte. Donc on va faire attention de ne pas mettre les doigts dedans. Donc je vous disais, j'ai pris les paillettes dorées de ces gels-là avec le doigt pour faire sur la tranche de ma boîte intérieure, la deuxième partie intérieure, verte. Ben, je ne referai pas. Parce qu'en fait, il y a les paillettes, mais on voit comme s'il y avait des traces de colle. Donc, bon, celle à qui je vais offrir, elle ne va pas faire attention, parce qu'elle va être éblouie par le reste, et elle ne va pas faire attention à ça. Et ça ne va pas la choquer, mais si j'enverrai à une connaisseuse, ça, elle dirait, c'est quoi ce truc de colle autour? Donc, je vous le déconseille. Voilà, vous pouvez le mettre sur le bord du papier, mais pas au milieu d'un papier, parce qu'on voit la colle. Là, sur mon petit sapin, j'en ai mis, mais comme c'est blanc, ça se voit pas. Mais sur un papier coloré, ça se voit. Donc là, je colle mon petit ruban. Mon petit pistolet à colle, là, il s'est éteint automatiquement. Je le rallume, il chauffe tout de suite. Et 5 ou 6 secondes, il est chaud. Ça, c'est pratique. Parce que sinon, quand on travaille à cette époque avec beaucoup des pistolets à colle, on est branché constamment. Hein. Branché constamment, le truc qui chauffe. Sans compter qu'on oublie de le débrancher parfois. Hein. Puis qu'il reste branché toute la nuit. Ça consomme. C'est pas Versailles ici. Donc ça, en même temps, il est écologique. Petit fil de colle. Oh, j'en ai très peu. Hein. Là, j'ai pris là, c'est des bâtonnets de colle que j'avais trouvés à Lidl. Parce que pour ce pistolet-là, il faut les fins, il faut les 7,5, pas les 11, pas les gros bâtons de colle. Parce qu'il est assez fin, le truc. Un petit coup de ménage. Puis maintenant, je vais laisser sécher, hein, pas le choix. Puis je vous montre le résultat. Ah ben non, du coup, je passe à la déco extérieure. Je me rappelais plus. Je croyais que j'arrêtais là parce que je laissais sécher. Parce que j'ai des temps de séchage. J'ai coupé les temps de séchage, bien sûr. Et pendant ces temps de séchage, je crée autre chose. Je suis sur 3 créas en même temps, là. J'en ai un plein bureau, c'est une catastrophe. J'ai 30 centimètres pour travailler. Donc là, c'est les petits sapinets qui sont vendus comme une petite forêt chez Dean Lovart aussi. Donc j'utilise pas le très gros, j'utilise que le moyen et le petit. Regardez comment ça fait. J'avais mis ma bougie dedans. Elle tient bien. Là, c'est mieux pour décorer l'extérieur avec la boîte ouverte. On n'a pas besoin de beaucoup de décor sur l'extérieur. Hein. Parce que c'est vrai que c'est le bouchon qui fait tout dans ces boîtes-là. Le bouchon et l'intérieur. On prend la boîte, on regarde quoi? On regarde le bouchon et après on ouvre. Donc on regarde l'intérieur. Donc c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes sur l'extérieur. Un joli papier, 2-3 petites choses. Et voilà. Donc je vous conseille aussi de ne pas prendre un papier trop bariolé, trop... Ou alors il faut prendre un bouchon assez neutre. Un papier de bouchon assez neutre. Parce que comme on met beaucoup de décor sur le bouchon, c'est trop. Après, ça fait lourd. Donc là, j'utilise, quand on coupe je sais plus quand on coupe quoi, que j'obtiens ces petits trucs. Je crois que c'est quand on coupe un flocon. On a des espèces de petites branches qui restent dans la machine de découpe. Et du coup, je les ai gardées, je m'en sers. Je vous l'avais dit, je crois. Donc là, je mets directement sur le papier 3 petites pointes de colle, 3 petits traits de colle et je les pose dessus. Là, c'est important d'avoir la pince, hein, parce que c'est rikiki. Hein. Donc ma pince, pour celle que ça intéresse, elle est top.
C'est une Memory Keeper, ce que j'avais acheté chez Craftelier. Ça fait un petit moment que je l'ai, elle va très bien. Elle rouille pas. Elle est fine, elle se nettoie bien. Moi, quand elle est enduite de colle, j'y vais directement à la lime pour enlever la colle. Donc là, j'ai accéléré x2 pour que vous ayez quand même le temps de voir, celle que ça intéresse. Donc pendant que j'y pense, mettez pas de décor trop haut. Parce que les décors trop en hauteur vont empêcher la fermeture du bouchon. Donc vous voyez, moi c'est tout en bas. Je laisse à peu près bien 2 centimètres plus bas pour pas que ça gêne la fermeture du bouchon. Vous voyez, j'ai mis le truc brillant là sur les angles des cœurs. C'est joli, ça brille, mais ça fait une traînée de colle, quoi. Parce que c'est glossy, là, c'est ni plus ni moins de la colle avec des paillettes dedans, hein. Vous pourriez coller avec, hein. Je sais pas si ça tiendrait bien, mais ça colle. Donc mon petit feuillage, j'en fais comme si c'était du feuillage de houx. Et je mets 3 petits points de gel pailleté pour faire les petites boules de houx. Donc faut pas les mettre trop proches parce qu'ils ont ça tendance un petit peu en séchant à s'aplatir légèrement et ça se rejoint tout, quoi. Donc faut les mettre proches mais pas trop proches. Donc là je laisse sécher et je vous quitte. Je vous montrerai plus tard le résultat dans la prochaine vidéo. Bye bye!